l'émission Regard sur l'itinérance. Mon nom est France Labelle, je suis directrice générale et cofondatrice du Refuge des jeunes de Montréal, qui est un organisme d'accueil pour des jeunes hommes sans abri et en difficulté. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de jeunes hommes. Nous allons aborder la question de la crise de l'itinérance chez les femmes du point de vue du chaînon. Alors, j'ai avec moi deux invités avec qui je vais discuter. Il s'agit de Sonia Côté, la directrice générale, et de Yannick Ducharme, une femme qui travaille auprès d'autres femmes. Alors, à tout de suite. France Labelle de retour avec sa première invitée à l'émission Regard sur l'itinérance. Alors, je vous présente tout de suite mon invitée Sonia Côté, je le disais tout à l'heure, directrice générale de l'organisme. Moi, j'ai toujours appelé le chaînon, mais en fait, c'est l'association d'entraide, le chaînon. Alors donc, mon Dieu, curriculum vitae, je vais seulement vous dire quelques lignes parce que c'est vraiment très impressionnant. Donc, on commence par chef de service en périnatalité et petite enfance à la direction régionale de la santé publique de Montréal. Elle a été conseillère politique. Ah, ça, j'ai été surprise de ça. Et encore plus surprise au cabinet du ministre délégué à la santé et aux services sociaux. Tiens donc. Elle a été chef d'unité scientifique au développement des personnes et des communautés à l'Institut national de santé publique du Québec, chef de programme rétablissement et intégration sociale, directrice de projet, toutes sortes de choses. Et il y a un certain nombre d'années, je ne savais pas aussi, elle était membre fondatrice et directrice générale du suivi communautaire Le Fil de Le Fil, ça, je le connaissais. Et coordonnatrice du service d'hébergement pour femmes itinérantes, Association d'entraide Le Chaînon. Ça, c'était en 89, à partir de 89. Donc, c'est comme si tu as fait un grand chemin pour revenir au chaînon. Oui. C'est incroyable. Oui, mais quand tu lis mon parcours, c'est comme si ça a tellement passé vite d'abord, première des choses. Et aussi, c'est comme si que tout mon parcours me préparait à retourner puis faire une différence. Ah oui. Dans le milieu, je le vois comme ça. Et tous les jours, toutes mes compétences, mes contacts, mon réseau, ma compréhension de la situation m'aident à faire les gestes qu'il faut pour que les femmes aient les services, pour les sortir de l'itinérance ou d'un contexte de violence ou d'abus. Donc, c'est comme... puis on va en reparler tout à l'heure de l'espoir aussi, mais c'est comme si ça m'a préparée à faire ce que je fais aujourd'hui. Et voilà, moi, je suis très chanceuse de te retrouver sur ce grand chemin, sur cette route. Alors, merci, Sonia. Puis, donc, justement, on parle du chaînon. Vous avez 90 ans. Mon Dieu, le refuge, on a 35 ans. On est des bébés à côté de vous autres. Alors, je pense que vous avez célébré vos 90 ans. Donc, je vais te demander de nous parler. On a l'impression qu'on connaît le chaînon, mais dans le fond, pas tant. L'ensemble des services que vous faites. Je commencerai par quelle est votre mission puis les valeurs que vous mettez de l'avant d'abord. Le chaînon est connu comme un organisme communautaire qui, comme un centre d'hébergement pour femmes en difficulté. Alors, toute femme qui éprouve une difficulté peut venir cogner à notre porte ou nous téléphoner. Elle aura une réponse. Plus que de l'hébergement, parce qu'on vit dans notre temps, puis tu le sais aussi, France, comme directrice d'un refuge, vite, on s'intéresse aux moyens qu'on peut mettre de l'avant pour sortir les personnes de la rue. Oui. Donc, on a aussi des maisons qui offrent du logement transitoire, du logement permanent à des femmes de tout âge. Alors, on a développé ce qu'on appelle le volet hébergement, là, avec des services d'urgence, de crise, des services court terme, de transition, etc. Mais aussi tout le volet post-hébergement, après l'hébergement, qu'arrive-t-il? Donc, on développe ce volet-là et il va prendre de l'ampleur avec les années. Ensuite, on s'est intéressé aux conditions de vie des femmes.
Et ça aussi, ça nous a beaucoup interpellés. Donc, on a développé un programme qui s'appelle les Marmitonnes, qui est un programme de boîte alimentaire un peu comme ce qu'on voit sur le marché actuellement privé. Et on offre aux femmes qui vivent en logement, soit du logement social ou privé, une possibilité d'avoir une boîte alimentaire où elles apprennent à redécouvrir les compétences culinaires. D'accord. Et aussi leur donner la possibilité de manger un peu plus à leur faim. Pas totalement, mais un peu plus à leur faim. Donc, aujourd'hui, les centres d'hébergement, pas juste chez nous, mais je dirais dans la communauté en général, on est plutôt des centres multiservices. Absolument. Plus seulement de l'itinérance, centres d'hébergement d'urgence. Et ça, je dirais, c'est ce qui nous distingue d'il y a quelques décennies à aujourd'hui. Oui. Puis on va en reparler tantôt, justement, là, des changements intervenus au fil des temps. Les valeurs. Vos valeurs principales, ce serait les valeurs, l'accueil inconditionnel, sans jugement. Donc, une personne qui arrive au chaînon, c'est très important d'écouter, de respecter son cheminement, son rythme, mais aussi lui redonner une dignité par toutes sortes de petites choses. Hein? Fait qu'on est un centre d'hébergement, de crise, souvent quand la personne arrive. Fait qu'on veut vraiment s'assurer qu'elle a tout le confort possible pour se sentir en sécurité, reprendre confiance. Ensuite, trouver un milieu solidaire, équitable, qui se soucie de son avenir, donc de ses conditions de vie. Alors, ça, c'est ce qu'on prône quand une femme arrive au chaînon. Donc, mais des fois, on ne le sait pas tout de suite. Hein, ça prend une confiance. Ils ne connaissent pas, on ne les connaît pas. Donc, on apprend à se connaître à travers nos services. Mais vite, la confiance, en quelques jours, des fois quelques heures, ils s'aperçoivent que c'est une maison qui leur appartient. Il y a une qualité d'accueil. Il y a une qualité d'accueil, d'environnement aussi. Faites très attention à l'environnement dans lequel on accueille les femmes. On veut que ça soit beau, on veut que ça soit propre. On veut que ça soit digne d'elle. Oui, ça c'est important quand tu dis confort, sécurité, dignité, équité. Solidarité, c'est comme des valeurs qui s'étiolent avec le temps. C'est comme si c'était des vieilles valeurs, puis on entend itinérante par ici, itinérante par là. Alors que toi, tu dis personne. Oui, ben moi, c'est des femmes, des personnes. On les appelle les dames chez nous. Ah, en plus. Les dames. Oui. C'est beau. Puis en plus, ben, on pousse plus loin parce que c'est bien beau de dire toutes ces valeurs, mais il faut s'interroger comment ça se traduit. Il faut les incarner. Absolument. Comment ça se traduit sur le terrain. Fait que ça aussi, on porte une attention, une réflexion là-dessus. C'est pas de l'acquis. Oui. C'est jamais de l'acquis. Il n'y a rien d'acquis. Il n'y a rien d'acquis. Absolument. Absolument. Alors, donc, tout à l'heure, en introduction, là, j'ai parlé de crise. J'ai dit qu'on allait parler de la crise de l'itinérance chez les femmes. On a entendu beaucoup dans les médias dans les derniers mois la tempête parfaite, là, donc avec un amalgame et une addition de différentes conditions. Alors, si vous me permettez, je vais juste donner quelques indicateurs. Puis après ça, donc, je vais te demander, Sonia, ton avis, puis comment ça se vit au chaînon. Alors donc, la fameuse tempête parfaite, on note que l'itinérance aurait progressé de 44% en 5 ans, selon le dernier dénombrement. Sur 10 000 personnes, près de 3 000 seraient des femmes, donc 30%. Puis là, on parle de la phase visible de l'itinérance. On ne parle pas de toute l'itinérance cachée que vivent une grande partie des femmes, justement, qui ont des stratégies de survie qui sont différentes, qui peuvent les rendre un petit peu plus invisibles, comme par exemple rester avec un conjoint dans une situation de compromission ou de violence, faute d'autres ressources. Se promener, passer la journée dans un café, dormir dans une voiture, des échanges sexuels. Dans les églises. Dans les églises, effectivement. Dans les urgences. Oui, urgences d'hôpital. Oui. Absolument. Donc, ça, c'est des éléments. Quelques autres indicateurs de ressources d'hébergement femmes. La rue des femmes, 30 refus par jour.
5 maisons du regroupement pour la lutte et la prévention en itinérance ont comptabilisé en un an 25 119 refus de femmes. Ça, c'est des personnes, ça, qui se voient refuser un lieu faute de place. Maison Jacqueline, 5 600 refus. Nombre de places d'urgence à Montréal, puis là, on compte pas les haltes chaleur où on peut s'asseoir sur une belle chaise Adirondack. C'est-tu pas merveilleux accueillir des personnes sur une chaise dans un espace vacant? Alors, un peu d'ironie ici. Donc, nombre de places d'urgence, 1600 places pour hommes et 170 pour femmes. On voit là, puis on disait tantôt, si on a 3000 femmes et 170 places, je suis pas forte en maths, mais il me semble là, que ça marche pas, là, ça marche pas. Dans toutes les maisons, vous allez en parler tantôt, on constate aussi l'augmentation du nombre de demandes, la vulnérabilité de nombre de ces femmes, la détérioration de leurs conditions de santé mentale, l'augmentation des dépendances, la croissance des demandes de femmes provenant d'une immigration récente, dont beaucoup de demandeurs d'asile avec enfants, et certaines directions de ressources chez Doris, Maison de l'Ancre, Chaînon, t'as été cité dans les médias, expliquent que l'itinérance pose aussi des enjeux de vieillissement des femmes qui arrivent dans la rue à un âge plus avancé ou qui vieillissent dans des conditions là, de compromission. La presse titrait « Poussée à la rue à 67 ans ». Au Chaînon, vous avez parlé d'une vague d'aînés dans la rue. Journal de Montréal, José Legault, les femmes SDF sont des proies mouvantes. Elles sont facilement battues, volées, exploitées. La question de la violence est évoquée par toutes ces femmes. La grande majorité ont subi ou subissent de la violence en amont de la rue ou dans la rue. Et quand on réfléchit aux causes, parce qu'on va en parler aussi, la question de la pauvreté, ça, on dirait que ça disparaît. Des fois, on n'en parle pas tant que ça, là, des revenus insuffisants. Donc, ça aussi, c'est central. Le manque de logement, les rénovictions, bref, toutes des conditions de ce que j'appelle de production de l'itinérance. Alors là, nos auditeurs, auditrices vont s'en aller, vont dire, mon Dieu, ça va mal, c'est épouvantable. On n'écoutera pas ça pendant 1 heure, mais quittez-nous pas parce que vous allez voir, il y a plein de choses qui se font. C'est un triste et alarmant constat, mais vous allez voir dans la suite des choses, il y a plein de choses qu'on a à dire sur ce qui se fait. Et ça, c'est très important. Alors, Sonia, toi, comment tu réfléchis tout ça? Comment tu reçois aussi? Ça peut être accablant. En tout cas, ça donne des frissons. Oui. Quand je t'entends nommer tous ces chiffres à la suite de l'autre, c'est sûr que ça nous fait dire que la situation est grave. Et puis, le Chaînon se joint à tous ces chiffres-là aussi. On fait exactement le même constat que mes autres collègues des ressources d'hébergement pour femmes. Et on peut pas rester sans rien faire. On est du monde terrain, on est des gens très entourés, donc d'action. Donc, on est rapidement sur le piton, nous, de trouver des solutions. Donc, c'est tout ce que tu dis, c'est exactement ce qui se passe là. On a des femmes qui arrivent avec une très grande précarité. On a fait une enquête sur 300 dossiers de 2019 à 2021. On a pris 300 femmes qui sont passées au Chaînon. On a demandé à une collègue psychiatre avec une chercheure et des analystes de faire un relevé du portrait fin des femmes qui se présentent au Chaînon. D'accord. Et dans ce portrait, on nous indiquait que le revenu annuel d'une femme est de 1 000 $ quand elle quitte le Chaînon. Alors, 1 000 $, qu'est-ce que tu fais avec 1 000 $? Tu fais de refuge en refuge. Exact. Tu vas dans des maisons de chambre, tu fais même pas 1 mois, des fois 3 semaines, parce que la situation est trop dangereuse pour toi. Oui.
Alors, le 1000 $ nous a vraiment éveillés. On le savait parce qu'on les a avec nous, mais le voir en constat là, évident et avec tous les enjeux. Une autre chose aussi qu'on nous a révélé dans cette enquête, c'est que la plupart des femmes arrivent avec 4 enjeux au chaînon. Pas 1, 4. Et la pauvreté est un enjeu. Oui. La santé mentale, la santé physique, la violence. Il y en a d'autres. Mais les 4 plus importants qui sont ressortis, ce sont ceux que je viens de vous nommer. S'ajoute à ça des problèmes de dépendance parce que la dépendance, comment tu fais pour passer à travers une situation comme ça? Souvent, la dépendance vient s'ajouter en cours de route. Des fois au début, mais aussi de ce qu'on voit, c'est en cours de route aussi. Alors, la situation est comme dramatique. C'est sûr que on a des pistes d'action qu'on s'est données. D'abord, on va en parler des pistes d'action. On va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. Oui, la situation fait frémir. Est-ce qu'on est découragé? Moi, je ne le suis pas. Moi, j'ai une vision optimiste. Je pense qu'on est dans un moment charnière. On est dans un point de bascule. Dans quel côté on va aller? Du côté négatif ou du côté positif? C'est ça que je ne sais pas encore. Mais moi, je travaille fort pour qu'on bascule du côté positif. J'aime ton optimisme. On a déjà eu cette conversation-là. Moi, je suis ni optimiste ni pessimiste. Mais il y a un moment de bascule aussi. Alors, peu importe là où on se rejoint, c'est qu'on cherche des manières d'éviter le point tournant où on n'y arrivera plus. Alors ça, je pense que c'est important. Puis, 90 ans, tantôt, on l'évoquait. Toi, tu n'étais pas là il y a 90 ans, ma foi. Je ne crois pas, en tout cas, là. Mais qu'est-ce qui a changé selon toi? Parce que tu es une interlocutrice et une témoin depuis longtemps. Qu'est-ce qui a changé chez les femmes depuis? Qu'est-ce qui aggrave tant la réalité de ces femmes-là? D'abord, je dirais qu'en 90 ans, là, c'est 92 ans cette année quand même, on s'en va vers le... ça s'en va vers le 92e. On commence à réfléchir aux 100 ans du chaînon, là, un siècle d'observation et l'entraide. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même eu des avancées. C'est sûr qu'il y a 90 ans, on n'était pas du tout dans la même situation. Beaucoup de développement, des programmes. On est sorti, je veux dire, l'État s'est impliqué dans le financement, je dirais, des services de santé, dans l'éducation. On n'est plus du tout au même moment des années 50, 60. On a fait quelques avancées, mais il en reste tant à faire. Et je dirais que ce qui est toujours la même chose, c'est la précarité économique des femmes. Tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on dirait qui a de la difficulté à bouger rapidement. On a fait des avancées, mais il faut en faire encore plus. Parce qu'on voit le taux de chômage est important. Les enfants aussi sont beaucoup la responsabilité des mères. Des femmes encore. Oui, puis beaucoup aussi, il y a des mères, chefs de famille monoparentales. Donc, c'est sûr que ça fait une pression très importante pour les femmes. Donc ça, c'est resté, on dirait, en fait, il y a encore beaucoup de place à l'évolution. Ça, c'est une chose. Ensuite, les problèmes de santé mentale, on en parle plus qu'avant. Avant, on en parlait moins ou différemment. Là, on sait très bien qu'une personne qui a des problèmes de santé mentale non diagnostiqués, non traités, non, je dirais, reconnus ou mal reconnus, bien, ça crée ça peut mener à l'itinérance. Ça, on sait ça. Ça va s'aggraver. Il va y avoir une détérioration. Les personnes, puis les problèmes de santé physique, la même chose. Donc, avant, je me souviens, là, dans mon temps, là, ma grand-mère s'en allait 2 semaines à l'hôpital tous les ans pour passer des check-ups. C'est plus ça maintenant. Non. Là, c'est très, très difficile d'avoir accès à des soins. Absolument. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'est détérioré encore plus ces dernières années. Alors, avoir accès à des services,
les problèmes de santé mentale sont plus connus, reconnus. Ouais. On est capable de mieux les diagnostiquer, mais il y en a beaucoup Mais plus encore aussi. faut-il avoir les services, comme C'est ça, tu dis, l'accès. pour Donc, ouais. on a encore de l'amélioration à faire. Ouais. Et le chaînon va rester encore là pour quelques décennies parce que... J'en ai bien peur. Oui, hein? On n'est pas sorti d'affaires encore. On n'est pas là. encore sorti Non, d'affaires. non. Fait que ça, c'est des situations qui continuent à, je dirais, à s'aggraver Oui. pour l'instant. Devant ce constat-là, donc, on a dit, on n'a pas toutes les solutions, mais il y a des solutions. Vous mettez des solutions de l'avant. Et quelles sont ces principales solutions que vous mettez de l'avant? Le logement. Le logement. Le logement, je veux dire, c'est au cœur de tout. Yannick, vous nous en parlez tout à l'heure, notre intervenant. Oui. Quand on demande à une personne qui est sans logis qu'est-ce qu'elle veut, la première chose qu'elle va le dire, un logement. Oui, ma place à moi. Oui, je veux vivre, je veux vivre ma vie, je veux vivre mes rêves, je veux vivre mes ambitions. Parce que chaque personne que vous voyez dans la rue, sur la rue, sans logis, c'est une personne qui a des rêves. Ouais. C'est une personne qui a des ambitions. C'est une personne qui cherche tous les moyens de s'en sortir. Des fois, c'est pas toujours nos moyens, mais ils ont cette foi. Des fois, elle est enfouie parce qu'il y a eu tellement d'échecs. Mais les gens ont foi. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est d'aller avec le choix des gens. Les choix, c'est un logement. Alors, le logement, là, c'est de tout ordre. Le cœur, Logement privé, on prend toutes les opportunités possibles. Alors, on a fait un programme qui s'appelle Un toit pour elle, qui est l'approche logement d'abord, puis on reviendra peut-être tout à l'heure là-dessus. Donc, on a des équipes spécialisées qui aident les femmes d'abord à chercher un logement, à les accompagner. Parce qu'un logement, c'est bien beau, mais laisser la personne seule, sans projet, sans meubles, sans lit, sans nourriture, personne ne va rester dans un logement. Absolument. C'est pas des conditions. Non, c'est dramatique faire une chose comme ça. Donc, on a des équipes qui veillent à ce que les personnes soient bien dans leur environnement. Alors, donc, vous avez des équipes qui visitent ces personnes-là, qui les accompagnent concrètement dans la recherche. Oui, plus que ça, on a décidé de prendre le téléphone et c'est nous qui parlons aux propriétaires. Et c'est nous qui convenons et qui débattons et qui faites l'advocacy. Vraiment. Puis, tu sais, aujourd'hui, les listes on sait ce que c'est chercher un logement. Là. C'est pas qui va arriver le premier. Non. C'est plus ça. C'est qui va être la meilleure candidature. C'est presque une loterie aussi. Là. Alors, on a décidé, nous, de mettre en avant tous les arguments pour que le propriétaire puisse opter pour nos femmes. Et on a trouvé des propriétaires qui acceptent de loger les dames que nous avons au chaînon et nous garantissons un suivi. Il y a une subvention au logement. Ça, c'est une autre piste de solution. Les femmes gagnent 1 000 $ par mois. Il nous faut de l'aide pour payer une partie du logement. Absolument. Pas la totalité, une partie du logement. Et veiller, est-ce qu'elles vivent dans des conditions décentes? Absolument. Logement sûr, à prix modique et la sécurité. Donc, ça veut dire que le postulat de base, vous croyez au chaînon que toutes les femmes peuvent vivre en logement avec l'aide requise. Est-ce qu'on peut dire ça? Je le dirais autrement. OK. Je le dirais, nous, au chaînon, on est à l'écoute de chaque désir des femmes. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire... Au-delà de la beauté. Ça veut dire qu'il y en a qui ne veulent pas aller vivre en logement, qui veulent opter pour autre chose. Je parlais justement avec Yannick qui est avec nous. On parlait... il y a des femmes qui veulent vivre dans des milieux de groupe. Elles se sentent plus en sécurité, aussi, moins seules, par de la solitude, mais reconnaissent aussi leurs besoins de soutien au quotidien. Sont pas tout à fait prêtes pour la vie autonome, seule dans un logement. Ça convient pas à tout le monde. D'accord. Je dirais aussi les jeunes. Les jeunes femmes, c'est difficile aussi de vivre seule en logement. Souvent, elles optent pour autre chose. Donc, nous, au chaînon, ce qu'on souhaite, c'est être à l'écoute des modèles qu'elles aimeraient expérimenter. Et à partir de là,
On fait soit des partenariats, soit qu'on développe du logement nous-mêmes, soit qu'on demande à d'autres d'en développer pour nous. Alors, on a toutes sortes de modèles pour nous permettre d'aller rejoindre le désir de la personne. Le désir, c'est ça, et les besoins, parce qu'il n'y a pas un seul modèle, comme tu dis, qui convient à tout le monde. Moi qui travaille avec des jeunes aussi, des jeunes hommes, la solitude est très, 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 très présente. Il y a des jeunes qui disaient, il y a de l'écho dans mon appartement, là. Donc, ils ont tendance à se regrouper, puis les plus jeunes n'ont pas d'expérience aussi. Puis tu dis aussi que vous intercédez auprès des propriétaires. Donc ça aussi, c'est important parce que si tu as un mauvais crédit, si s'est passé des choses antérieurement, des fois, les personnes sont énervées, ils se présentent pas bien ou bon. Donc c'est important là, de faire le travail de sensibilisation auprès des propriétaires. Oui, puis... il y a des propriétaires très à l'écoute. Là. Faut pas penser qu'ils veulent juste de l'argent. Ce que les propriétaires souhaitent avant tout, c'est avoir quelqu'un de tranquille. Oui, on le comprend. Moi aussi, j'espère que mon voisin va être tranquille. Après ça, c'est de payer son loyer. Oui, absolument. Alors ça, c'est ce que les propriétaires demandent. Ils ne veulent pas de trouble. Donc, nous, on s'organise pour que le trouble, ça soit nous qui puissions le régler. C'est ça. Nous, on aime ça, le trouble. Oui, nous, on est habilités à faire ça. Alors, on intervient. Bon. Alors, mon Dieu, on va être obligé de se laisser sur le fait qu'on aime le trouble pendant 2-3 secondes, mais c'est pas si vrai. C'est pas si vrai. On aime mettre des choses en place. Alors, puis on va continuer à en parler dans quelques minutes avec notre prochaine invitée qui est intervenante au Chaînon. Puis on va aussi revenir là, parce qu'on a parlé on a suggéré qu'il y a beaucoup d'espoir, qu'il y a beaucoup de possibilités dans tout ça. Alors évidemment, donc dans quelques minutes, on revient là-dessus. À tout de suite. Vous écoutez Regard sur l'itinérance avec France Labelle. De retour à l'émission Regard sur l'itinérance, on est en train de parler de la crise de l'itinérance chez les femmes avec mes deux invités, donc Sonia Côté, la directrice générale de l'Association d'entraide Le Chaînon, et une autre invitée que je vous présente à l'instant, donc qui s'appelle Yannick Ducharme. J'ai tenté tout à l'heure de lui faire dire qui elle est. C'était quoi comme on dit en français, son background. Mais ce qu'elle m'a dit, finalement, le plus clair, le plus beau, elle se définit comme une femme qui rencontre des femmes. J'ai trouvé ça très, très, très cela, très fort, très clair. Puis elle m'a dit aussi qu'elle avait déjà travaillé avec des personnes touchées par des maladies neurodégénératives qui, comme la maladie d'Alzheimer, qui pouvaient évoluer aussi vers des difficultés au niveau de la santé mentale. Elle a travaillé aussi auprès d'équipes d'intervention en santé mentale. Puis elle a fait plein d'autres affaires, mais on n'aura pas le temps de raconter tout ça parce que j'ai hâte de vous la présenter. Alors bonjour Yannick. Bonjour, merci France. beaucoup d'être là. Un plaisir. Et on a gardé Sonia qui est pas loin. Puis tout à l'heure, donc, on va aussi reprendre la conversation avec Sonia qui est toujours avec nous. Alors, et
On parlait de désir des dames du Chaînon. Toi, quel est ce désir qui t'a porté vers les dames du Chaînon? Je pense que c'est aussi une question de parcours de vie personnel. L'expérience dans le médico-social, le fait de connaître aussi Sonia depuis un certain nombre d'années, le goût de travailler avec elle. Mais je pense aussi que c'était pour mon propre besoin aussi personnel en tant que femme. Des territoires personnels à visiter, des territoires intérieurs, puis d'aller à la rencontre aussi des autres, de ce qui se passe. Dans la conversation plus tard, dans le parcours de Sonia au niveau professionnel, il y a comme beaucoup d'expériences qui l'ont ramenée au Chaînon. Le fait de l'avoir côtoyé, c'était quelque chose qui était en filigrane, mais c'est surtout qu'est-ce qui se passe avec les femmes. Ouais. On en est rendu en ce moment. Ouais. Pourquoi il y a toujours des mêmes thématiques qui sont récurrentes, qui sont toujours là. Moi, je suis qui aussi dans la société? Je suis qui en tant que personne? Et qu'est-ce que je peux faire, moi? Où je peux apporter quelque chose? Où est-ce que je peux mettre mon épaule et pousser quelle roue? Oui. Puis si je prenais au vol ces deux éléments-là, qu'est-ce qui se passe avec les femmes et comment toi, tu mets ton épaule à la roue? Comment tu es auprès de ces femmes-là? Bien, avec les femmes, la première des choses, c'est de ne pas oublier que ce sont des êtres humains. Ce sont des personnes qui ont un parcours de vie. Ouais. C'est une somme de situations peut-être, ou en tout cas, il y a un parcours de vie. Elles sont là, c'est une escale. Un hébergement, le Chaînon, peu importe ce qu'il est, c'est une escale. C'est un momentum dans leur vie. C'est un moment. Et ne pas oublier qu'elles ont une vie, elles ont une personnalité, elles ont vécu des choses, mais elles sont entières. Ouais. Elles sont dans un moment elles sont vulnérables, elles sont en difficulté. Et quand une personne vient dans une ressource, c'est qu'elle trouve plus de moyens dans ce qu'elle connaît. Donc, elle cherche quelque chose d'autre. Ouais. Et ça demande aussi du courage, ça demande de la force de caractère, ça demande de la résilience aussi pour arriver à toquer une porte puis dire... De dire, ben écoute, j'ai besoin d'aide. Et de l'humilité, hein? Pour dire en bon québécois, je suis dans la marde. Oui. Mais ça prend du guts, ça prend du courage pour pouvoir le dire. Oui. Puis, des fois, on fige les personnes dans le temps parce qu'on les voit à un moment. Puis, tu sais, tantôt, je disais, des fois, on dit, c'est une itinérante. Ah ben le voilà. C'est comme si on avait réglé quelque chose, c'est définitif, ça dit tout, puis ça dit rien. On revient au fait que tu parles de personnes, puis il y a eu un avant aussi. Donc, toi, tu les présentes comme des femmes complètes, avec un ensemble, puis avec toute une histoire. Ben, c'est une personne de chair et de sentiments et de compétences et d'expérience. Donc, oui. Hein? Et ça me permet aussi de me rappeler que moi, je suis pas une... On dit, bon, on a un titre, hein, ça prend un titre au niveau de l'emploi, il faut catégoriser. Mais il faut faire attention aussi, quand on est intervenante, de ne pas avoir cette posture, justement, qui est cloisonnante, qui est diminuante, et d'avoir une espèce d'ascendant. De faire attention aussi au formatage dans lequel on est, c'est-à-dire à toute cette façon dont on nous dirige en termes de travail. C'est sûr qu'on est porteur. En tant qu'intervenante, je suis porteuse d'une mission. J'ai choisi aussi de le faire. Ça, c'est un choix aussi, c'est très important. Mais je n'ai pas une autorité sur ces femmes-là. Je suis en relation avec elles, dans la mesure de ce qu'elles sont capables d'accorder et de vouloir. Donc, quand on parle de la relation de confiance, d'avoir une interaction avec les femmes, il faut faire attention avec le mot confiance, à mon sens, à moi, parce que c'est un gros mot. Donc, une personne qui a un parcours de vie, qui l'a emmenée justement dans une situation très difficile, comment faire confiance à des gens, même comment faire confiance à des gens qui ont quand même un poste qui représente l'autorité, qui peuvent aussi décider que finalement, je ne pourrais plus garder mon séjour parce que j'ai ci, j'ai ça. Donc, c'est de vraiment plus être en relation avec une personne, d'être à son écoute, d'écouter, d'entendre ce qu'elle dit et de pas dire, ben écoute, je comprends. On peut pas comprendre ce qu'elle vit. On peut entendre ce qu'elles nous disent, mais justement de les animer puis de les rallier à ce qu'elles veulent faire avec tout ça. T'es rendu où, tu veux faire quoi? Puis toi, tu penses qu'on peut pas dire « je comprends » parce que, explique-moi ça, parce que ça m'arrive de dire « ah oui, je comprends ». Ben, je pense que c'est des formules, des phrases, je vais te laisser faire telle chose, je comprends ce que tu dis. C'est qu'en fait, on n'utilise pas les bons mots. Et parfois, parce qu'on est justement dans un mode de réactivité conforme à quelque chose qu'on attend de nous, de notre poste, conforme à... Il faut trouver des solutions, avoir j'appelle ça de la reddition de compte. Il faut justifier un peu ce qu'on fait. Donc, on est plus dans de la gestion et on n'est plus dans la relation avec la personne. Puis pour revenir au plancher... tu as parlé de rencontre tantôt, c'est ça. Une rencontre entre deux personnes. Puis
Ça, c'est ton regard. Puis, on est confronté aussi au regard de gens ici, là, sur la rue, aux préjugés. Comment tu réagis à ce que tu entends ou des fois c'est chuchoté, hein? Tu sais, moi, les jeunes, j'ai entendu le grand flambeau, va donc travailler, puis voyons donc, puis tu sais, c'était tous des délinquants, ou des préjugés, là, collés serrés, ou je donnerai pas d'argent parce que il va aller consommer. Bon, fait qu'il y a toutes sortes de choses qui... alors, comment... leçon aux gens, là. Comment on peut tenter là, de dire autre chose, de témoigner d'autre chose? Mais je pense qu'il faut arrêter de se distinguer. Je veux dire, quand on parle du citoyen, on parle des gens qui sont dans leur quotidien. Moi aussi, je fais partie du quotidien. Moi aussi, j'ai des préjugés, donc je travaille là-dessus aussi. Donc, c'est sûr que le travail en intervention permet justement d'avoir un effet boomerang. Puis des fois, ça nous revient en pleine face. C'est comme, oups, t'étais sur un préjugé, t'étais sur une façon de réfléchir qui n'était pas du tout adéquate. Je crois que ça part aussi des fois de l'ignorance et de la peur. On veut tous de la tranquillité. Puis je pense que les gens, en général, ils se sentent démunis par rapport à une situation d'une personne qui est un être humain qui rentre dans une situation de crise, de désorganisation, parce qu'il n'y a plus de moyen de se récupérer. C'est toujours impressionnant, puis c'est toujours difficile aussi, puis on veut pas ça autour de soi. Il y a toutes sortes de tempéraments aussi dans la vie, dans l'être humain. Fait que je pense que la sensibilisation, ça commence par effectivement de la communication, du dialogue, puis surtout autant d'écouter par rapport aux citoyens. Tu as peur de quoi? Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu souhaiterais pour la personne plutôt que de critiquer? Puis en même temps, pour la personne aussi qui utilise les services, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire pour toi? T'es rendu où? À partir de quoi? Puis partir de là où elle est rendue. Pas l'emmener dans un endroit ou de l'emmener dans une escale qu'elle n'est pas rendue. Quoi. Un peu comme ce que Sonia, tu disais tantôt, le désir de ces personnes-là. Oui. En fait, c'est de revenir à l'humain qui est devant nous et non pas à un état, un état qui est l'itinérance, là, un état d'être. Il faut aller au-delà de ça. Puis souvent, on fait de la sensibilisation. Il faut agir sur les préjugés. Et une façon de le faire, en tout cas au Chaînon, qui est assez nouvelle, qui est nouvelle cette année, on a décidé d'aller à la rencontre des gens autour du Chaînon. Alors, ça change tout. Alors, les plaintes qu'on avait, les inquiétudes des voisins, les insatisfactions des uns et des autres, il faut les écouter, mais il faut défaire aussi ces préjugés. C'est une occasion en or pour nous de dire, de remettre, je dirais, en priorité la personne, ses défis, tout en comprenant que ça peut déranger, que ça fait peur. Des fois, ils ont peur des gens. Et je pense que quand on comprend la situation, la personne devant soi prend toute une autre dimension. On l'a vécu maintes fois. On est allé dernièrement rencontrer un voisinage dans un quartier à Montréal. Ils nous ont demandé de faire une présentation, ça a duré 90 minutes, sur le modèle québécois en itinérance. Alors, c'était super intéressant parce que eux, ils avaient peur des personnes itinérantes dans leur quartier et ils ont décidé de mieux comprendre la situation. Donc, on est allé à la fin de notre exposé puis de l'échange. Tout a changé, tout a basculé vers une compréhension, un regard et des solutions. Donc, ça veut dire qu'on a affaire à des êtres humains, mais en même temps, on peut comprendre que ça fait peur. Fait que voilà les outils qu'on peut vous donner pour vous permettre de vaincre votre peur. Alors, si on dit juste ne pas avoir peur, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, Qui peut vous aider à mieux comprendre ou à cesser tel comportement? Fait que on est là-dedans, c'est une conversation qu'on a. Et ça change tout. Même avec mon environnement immédiat. Mes amis, ma famille, leur expliquer qu'est-ce qui amène une personne à vivre dans la rue, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Non, c'est complexe. Ça s'est construit, les facteurs sont complexes. Absolument. Il y a des traumas en arrière de tout ça. Donc, il y a de l'abus.
Donc, c'est très important de prendre la juste mesure. Il y a des facteurs structurels, il y a des facteurs individuels, il y a toutes sortes de facteurs qui amènent là. Mais quand, elle l'a bien dit, Yannick, quand on est rendu au chaînon ou dans la rue, c'est parce que beaucoup de choses ont été essayées et ça n'a pas fonctionné. Exact. Donc, c'est ça. Oui. Et puis on a effleuré aussi, parce que tantôt on parlait des solutions, mais par exemple, donc aller à la rencontre des autres citoyens puis créer des rapprochements, expliquer, ça aussi, donc ça fait partie des solutions. Tantôt on a parlé du logement puis tout ça. Si on revient à Yannick, dans ta rencontre avec ces femmes-là, toi, tu es exposée à beaucoup de détresse, beaucoup de souffrance, beaucoup de découragement à certaines occasions. Alors, comment tu navigues dans tout ça? Et qu'est-ce qui est porteur pour toi aussi dans ces rencontres-là avec toutes ces femmes-là? Pardon. C'est sûr que chaque intervenante a sa caisse à outils personnelle. Oui. OK, on est tous des êtres humains, donc on a développé une caisse à outils. Oui, mais toi? C'est sûr que du fait de mon expérience de vie aussi, on apprend aussi à ne pas endosser la vie des autres. On apprend à rester ce qu'on appelle dans l'empathie, non pas dans la sympathie. Ouais. L'empathie, elle est beaucoup plus, on va dire, orientée à la personne, à lui laisser son espace, à respecter aussi son parcours de vie et à ne être dans la délicatesse aussi, d'écouter et dans le respect. C'est une des premières choses. C'est sûr qu'on soutient les femmes aussi dans leur processus même de réflexion, parce que quand elles arrivent, elles sont déjà dans de l'hypervigilance, elles sont pas du tout orientées sur elles-mêmes. Elles sont beaucoup orientées sur le monde extérieur, sur les réactions, sur... enfin, dépendamment, je ne vais pas faire toute la liste, là. Oui. Mais et c'est progressivement qu'elles déposent leur valise et qu'à un moment donné, elles se rendent compte des choses qui émergent. Elles se rendent compte, elles commencent à contacter. Des fois, elles sont complètement déroutées à pouvoir nommer ce qu'elles ressentent. Donc, le fait de les accompagner dans ce processus-là de réarrimage avec elles-mêmes, c'est très soutenant aussi pour les intervenants. Pas pour le résultat, mais pour le fait d'être simplement disponibles pour ce qu'elles sont prêtes à faire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, après, on va chercher chacun notre façon de se ressourcer, que ce soit dans des activités sportives, dans la lecture, dans des temps de recul, dans des échanges cliniques aussi à l'intérieur de la structure, des formations. Mais c'est surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand une femme demande, par exemple, t'as-tu remarqué comment j'ai changé? T'as-tu remarqué que j'ai fait un pas? T'as-tu remarqué que je suis capable de nommer, que je m'énerve plus maintenant quand je veux dire quelque chose? Ça aussi, c'est très ressourçant parce que c'est vraiment, quand une femme demande si on a remarqué quelque chose, c'est qu'elle le fait, elle est en train de le vivre, le changement. Ouais. Et nous, on fait juste lui dire, effectivement, je t'entends, je le vis avec toi aussi, mais c'est toi qui lead. Ouais. Donc, quand les femmes sont capables de leader leur progression, puis qu'on puisse les soutenir. C'est comme si on est moi je dirais, on est un marin sur un navire, mais c'est pas nous le capitaine, mais on participe justement à la direction. Là. Oui. On participe à la navigation, on participe. Et ça, c'est très ressourçant. Beaucoup plus que, OK, cette personne-là, on a fait ci, on a fait ça, tac, elle est placée, on l'a placée ailleurs, elle est partie, elle va aller en logement, tac, c'est... C'est comme la rencontre des personnes une par une, je sais pas. Moi qui suis dans l'intervention depuis de nombreuses années, c'est comme ça que j'arrive aussi à avoir l'espoir. C'est pas en regardant le nombre de personnes qui arrivent dans la rue puis qui est en pleine croissance. C'est chaque jeune, un à la fois. Puis donc, tu me fais penser à ça. Comment ça, c'est porteur, puis c'est riche. Ces rencontres-là. Puis, je dirais même que ça peut même être un antidote au découragement des fois. C'est quand je regarde l'ensemble, je dis « Oh là, où est-ce qu'on s'en va? » Puis quand j'ai des personnes devant moi, puis je me dis « Ah, voilà, on est à la bonne place, là. » Ça rejoint aussi le fait que chaque être humain a sa capacité de choisir puis de décider. Ouais. Il y a un pouvoir là-dedans. Il y a un pouvoir aussi de non-décision. Ça amène aussi chaque geste, chaque chose qu'on dit ou qu'on décide, ça dirige la personne vers quelque chose. Ouais. Mais de pouvoir soutenir
soutenir cette démarche, c'est ça qui, en tout cas pour moi, c'est ce qui me ressource le plus. Ouais. Après tout le reste, chacun y va avec sa recette personnelle. Oui. Puis si je te demandais globalement, toi, ça serait quoi? Parce que là, on parle d'une approche individuelle. Tu as fait du soutien d'équipe aussi. Puis qu'est-ce qui est le plus porteur pour toi pour arriver à endiguer ou à prévenir l'itinérance? Alors là, je vais peut-être déranger des fois certains concepts, mais toutes les grosses structures, les grosses affaires, les immenses structures avec beaucoup de chambres, des dortoirs, tout ça, pour moi, j'aimerais ça que les gestionnaires puissent aller passer, on va dire, une fin de semaine dans un dortoir pour savoir ce qu'il y en est. Ouais. Je pense que des choses, parce que les besoins, les tempéraments des personnes sont différents, ça, Sonia l'a évoqué, mais effectivement, l'accès au logement, l'accès à un lieu de vie, avec du soutien et de l'arrimage dans les services, parce qu'effectivement, quand des personnes ont passé beaucoup, beaucoup de temps sans domicile fixe, que ce soit en faisant du couchsurfing chez des amis à travers une panoplie, on va dire, de dispositifs, ça peut être autant l'accès à un logement et source d'espoir, autant la réalité est source d'anxiété aussi. Comment je vais faire pour le garder? Exact. Donc, comment on fait pour maintenir? Puis c'est sûr que l'approche du logement d'abord, c'est quelque chose, pour moi, ça a été quelque chose de vraiment intéressant, de révélation, parce qu'on place la personne, c'est la personne qui est maintenue au centre des dispositifs. Ouais. Et au lieu d'imposer des choses, c'est qu'on navigue, on chemine avec la personne. On soutient sa réflexion, on soutient sa mise en place, on soutient ses efforts. Donc, la personne, progressivement, a vie dans ce contexte-là des réussites. Donc, l'accès au logement, des choses beaucoup plus petites, des grosses usines comme on a dans certains hébergements, c'est avec des espaces toujours communs, la cuisine commune, la cafétéria, les salles de bain, les salons. Il y a un manque d'intimité. Absolument. Je pense que personne ici autour de la table serait capable de vivre ça, à part une semaine en colonie de vacances quand on est jeune. Ou une auberge jeunesse quand tu es en voyage. C'est ça, mais c'est parce qu'on le choisit, on est en voyage, on est dans autre chose. Mais d'avoir un quotidien basé là-dessus, c'est pas possible. Non. Il y a personne. Et encore plus évident maintenant avec l'évolution des sociétés, avec leur espace et nos réflexes aussi de pelleter les problématiques ailleurs que de son espace de vie privée. Moi, je crois vraiment plutôt à ça. Et je sais pas au niveau des statistiques, mais je veux dire en termes de moyens, quand on regarde ce que ça demande, des ressources, des grandes ressources que ça demande en budget de fonctionnement, de traduire ça, hormis la masse salariale, mais de conserver la masse salariale pour des services d'intervention, mais de prendre le reste pour l'envoyer dans des suppléments pour payer un loyer, d'avoir plus de bâtiments aussi. Donc, c'est pas juste des bonnes promesses politiques. Il faut arriver à construire. Il y a une augmentation de la population à Montréal. Absolument. Peu importe Globalement, il y a une augmentation de la population. Ça demande de l'espace, de l'espace de vie. Et puis, des grosses tours de vie, je suis pas sûre non plus. Ça aussi, c'est une forme de ghettoisation qui est peut-être... Absolument. Ça aussi, tu vois, moi, je partage complètement ce point de vue-là. C'est comme si ça allait de soi, là, de regrouper les personnes dans des mêmes lieux, puis les grosses tours, et tout ça. Mais ça, je pense que c'est en train de changer. Puis quand on parle Sonia, tu parlais du modèle québécois. Qu'est-ce que tu voulais dire tantôt dans les pistes de solutions? Des fois, on parle du modèle finlandais. Le modèle finlandais, c'est pas mal du logement d'abord. C'est du logement d'abord. C'est pas mal finlandais. Ça. Hein? En fait, c'est tout le modèle québécois, c'est tout ce qu'on a actuellement comme programme pour permettre aux personnes... une panoplie, un ensemble. Mais basé beaucoup aussi sur les systèmes d'hébergement d'urgence. Je vous rejoins vraiment, France, Yannick, sur le fait que nos grosses structures, les gros dortoirs, au Chaînon, on en a aussi un dortoir. On a commencé comme ça dans les dortoirs. Donc, tu sais, il faut rêver différemment. Oui. Et puis, moi, je rêve de diminuer les places au Chaînon. Oui. Parce qu'on apprend à travailler différemment. Absolument. Puis avec des structures qui coûtent moins cher, mais tellement plus efficaces pour redonner du sens à la vie, à la personne. Ouais. Alors, moi, je trouve que le modèle québécois, il y a une partie de ça. Il y a une partie qu'on fait bien. On fait bien de l'hébergement d'urgence. On a des champions aussi. Ouais. Mais ces champions-là sont aussi des champions dans des modèles d'insertion. Ouais. Mais on le fait pas assez. C'est ça. Il faut juste le faire. On sait quoi faire. Il faut juste le faire plus. Oui. Autre chose aussi que j'apporterais, c'est que, puis je pense que tout le monde est dans le réseau, là, on est tous d'accord.
Maintenant, qu'est-ce qui va nous faire avancer vers ce modèle-là plus? Pour moi, c'est le travail de concertation. C'est une approche intégrée. En fait, les services sociaux, l'habitation ne peuvent pas travailler séparément. On doit être ensemble. Première des choses. Donc, cette approche intégrée, collaborative, synchroniser les actions. Des fois, Sonia, j'ai l'impression que c'est des vœux pieux. Ça fait... On l'a-tu entendu, le partenariat, la concertation, pas travailler en mais ça silo? Se fait pas. Crime pas, la crise est de plus en plus... Puis c'est ça se fait pas assez. Puis, tu sais, on connaît la recette. On connaît la recette. Oui, puis tu as raison, on doit le faire. Mais on a des unités. Nous, on travaille aussi en logement social, puis ça prend un temps fou avant de récupérer un logement, avant de rénover. On a plein d'unités de logement à Montréal. Ça prend des années. Oui. Et c'est là où, moi, des fois, là, je grogne un petit peu, puis que je suis pas dans la portion là, optimiste de l'aventure. Toi, qui as été au niveau politique, là, tu as dit tantôt que maintenant, l'État intervient, mais... pas tant, hein? Nos portions d'autofinancement, c'est un progrès, mais justement, en termes de partenariat, d'engagement, comment tu as travaillé avec... D'abord, moi, ma première idée, puis je veux dire comme Yannick, c'est peut-être pas populaire, mais c'est celle-là. Pas populaire aujourd'hui, finalement. Ça ne doit pas être un projet politique de sortir les personnes de la rue. OK. C'est un projet de société. Voilà. Qui doit être porté... L'affaire de tout le monde. L'affaire de tout le monde et de toutes les instances. Fédérales, provinciales, municipales, privées, communautaires. En fait, on est rendu à faire un projet social. Et qui doit être porté par tous les partis politiques. Et tant qu'on n'a pas cette vision-là, la continuité va être difficile parce qu'on le sait, la Finlande a réussi à diminuer le taux d'itinérance d'une façon importante parce que c'est devenu un projet de société. Et aussi, c'est sorti du domaine politique. Alors, moi, je rêve de ça ici, que ça devienne... Et ça a pris des décennies, hein? Ils ont commencé dans les années, je pense, 90 ou quelque chose comme ça. Et c'est toujours pas terminé, leur projet, là. Alors, on a pour... Probablement, si on travaille bien à Montréal, là, peut-être qu'on en a pour 20 ans devant nous. 20, 30 ans pour voir une réelle différence. Fait que il faut en faire vraiment un projet de société. Ça, là, c'est mon souhait le plus cher. Puis on a une politique nationale de lutte à l'itinérance qui a 10 ans là, cette année, où les droits sont réaffirmés, le droit au logement, le droit l'accessibilité aux services, le droit à un revenu décent. Donc, on a une base sur laquelle on a travaillé il y a 10 ans. Puis effectivement, ça a été adopté par l'ensemble des partis politiques. Alors effectivement, il ne faut pas que ça soit l'affaire d'un parti. Puis il ne faut pas que ça reste sur la tablette. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça reste sur la tablette? On mesure, on outille, on enseigne. C'est ça qu'il faut faire. On en parle, on revendique, on s'évalue, on exige. On s'évalue régulièrement. Annuellement sur les progrès qu'on a faits. Là, jusqu'à maintenant, c'est très difficile d'évaluer les progrès qu'on a faits. On n'a pas de système qui permette ça au niveau informatique, entre autres. Donc, on a vraiment des choses à mettre de base pour nous permettre d'aller de l'avant. Alors, l'espoir, mesdames, il est où? Yannick, et où l'espoir dans tout ça? Qu'est-ce qui est porteur d'espoir? Les gens qui nous écoutent vont dire, oh mon Dieu, ils vont être découragés. Non, on n'est pas découragés. Non, je repense à mes proches qui disent oui, c'est un travail difficile. Comment tu fais? As-tu encore le goût de le faire? Qu'est-ce qui fait que je retourne à tous les jours? L'espoir, c'est l'histoire de l'humanité. Avec tout ce que l'humanité peut traverser, elle est encore là. Il y a encore du monde sur la planète. S'il n'y avait pas d'espoir, ou en tout cas, s'il n'y avait pas cette façon... peu importe, toutes les façons possibles d'exprimer l'humanité pour faire un barrage à toutes ces difficultés, c'est là. Au niveau de mon travail, l'espoir, c'est parce que c'est les femmes elles-mêmes. Ces femmes elles-mêmes qui demandent de l'aide et qui décident finalement de se mobiliser et qu'on a simplement contribué. On est peut-être la 15e intervenante dans leur vie ou peut-être la 3e ou peut-être la première, peu importe. Mais c'est cette addition finalement de gens qui
demeure en lien avec d'autres êtres humains. L'espoir, il est vraiment en termes d'humanité. Ouais. Et comme tu le mentionnes, après, c'est comment on articule cette dynamique, comment on la concrétise. Oui. Et je pense beaucoup, beaucoup plus à des projets sociaux d'abord que des projets politiques. Oui. Sonia? C'est les femmes qui me donnent espoir parce que tous les jours, nous avons des témoignages de femmes qui ont une vie nouvelle. Ouais. Comme elles disent, on leur a sauvé la vie. Alors, on peut pas arrêter. Quand on entend ça, c'est pas possible. Il faut continuer. C'est très nourrissant d'entendre ça parce que on sait qu'on contribue à améliorer la situation. Ouais. Maintenant, mon autre espoir, c'est que tout le monde sait aujourd'hui qu'on peut mettre fin à l'itinérance. On le sait tous. Et ça, c'est porteur d'espoir. Voilà. Et puis, on va continuer. Puis, téléphone du chaînon 845-0151 dans le 514, que vous soyez une dame qui a besoin de parler, qui a besoin de rencontre. Vous pouvez être des donateurs, donatrices potentiels et où vous voulez des informations, vous impliquer. Alors, bonne journée. Merci, chère dame, auprès d'autres dames. Merci. C'est un honneur et un plaisir. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Au revoir. Au revoir tout le monde. À la prochaine.